Astéroïde 4810. De la tête au ciel. Chaque mois, je vous fais décoller vers une constellation du ciel nocturne. Je vous raconte son histoire, ses mythes, ses légendes et vous entraîne à la découverte des objets célestes qu'elle recèle. My code name is Project 2501. Industrial espionage and intelligence manipulation. Cassiopée est une constellation circumpolaire dont les 5 étoiles les plus brillantes forment 2 triangles côte à côte. Ces triangles évoquent la lettre M lorsqu'ils se trouvent au-dessus du pôle nord céleste ou la lettre W quand ils sont au-dessous. En début de nuit, on peut l'observer très haute au-dessus de l'horizon, telle la souveraine du ciel boréal. Ces étoiles ont un éclat similaire à celui des étoiles de la Grande Ourse et du Carré de Pégase. Elles se situent, par rapport à l'étoile polaire, à l'opposé de la constellation de la Grande Ourse qui, à cette saison, pareille à une feuille d'automne, semble glisser sur l'horizon. Dos au sud, votre regard en bas de l'horizon, repérez l'étoile Mégrèze située à la charnière de la queue et du corps de la Grande Ourse, puis tracez une ligne imaginaire partant de cette étoile et passant par l'étoile polaire. En la prolongeant encore, vous arrivez sur l'étoile Caph, la plus au nord du W de Cassiopée et tête du trône de la reine. En dessous de la constellation de Cassiopée se trouve celle d'Andromède, sa fille dans la mythologie grecque. Elle forme un alignement courbe de 3 étoiles assez brillantes, Alphératz, Miracle et Almach, représentant le corps de la jeune fille entre les constellations de Persée et de Pégase. Au niveau de l'étoile centrale Miracle, on distingue en direction de Cassiopée un 2e alignement avec 2 autres étoiles moins brillantes qui forment une perpendiculaire avec le premier alignement. C'est sur cette ligne moins visible que se trouve la galaxie d'Andromède, observable à l'œil nu en vision décalée, dans de bonnes conditions lumineuses, sous forme d'une petite tache floue. Elle se situe en haut à droite de la 2e étoile au-dessus de Miracle. Ces 2 constellations sont assez facilement identifiables, mais n'hésitez pas à utiliser une carte du ciel ou des applications telles que Stellarium ou SkyMap pour vous aider à les repérer. Prenez soin, lors de vos soirées d'observation, de vous placer dans de bonnes conditions lumineuses par rapport aux lumières artificielles, mais aussi par rapport à la Lune. Ce mois-ci, la pleine Lune a lieu le 10 septembre, donc la meilleure période pour observer le ciel est en début et surtout en fin de mois. Les légendes de Cassiopée et d'Andromède sont liées à celles de Persée, héros ou demi-dieu, célèbre depuis la plus haute antiquité. Et pourtant, dans l'épisode précédent, je vous ai raconté que tout commence mal pour lui. Enfant sans père et sans nom, il est jeté à la mer avec Danaé, sa mère, dans un coffre de bois. Son grand-père, le roi Acrisios, espérait bien se débarrasser ainsi d'un petit-fils annoncé par un oracle comme étant son futur meurtrier. Mais Danaé et son fils accostent sur l'île de Sériphos et sont recueillis par le pêcheur Dictys, frère du roi de l'île, le prétentieux Polydectès. Quelque temps plus tard, Persée promet au roi de lui ramener la tête de Méduse, l'une des 3 gorgones dont un simple regard suffit à transformer celui qui le croise en statue de pierre. Nous avons laissé notre héros au terme de cette quête, s'enfuyant de la demeure de Méduse avec sa tête tranchée, errant dans le ciel, incapable de diriger ses sandales ailées offertes par les nymphes. C'est au cours de son errance dans le ciel que le fils de Danaé va rencontrer la belle Andromède, seule au milieu de la mer, face à la baleine Cétus envoyée par Poséidon. Avant de vous raconter cette histoire, laissons-nous porter par la douce mélodie de Lula Cruza, El agua abarca. No sé si siente lo mismo que yo, pero hay corrientes fluyendo entre los dos, como galaxias en expansión. Con la distancia también crece la unión.
manantiales, estrellas blancas, cuántos portales nuestra cual alcanza. La luna cambia, pero acompaña el sol con vendavales y a veces inundación. No hay más remedio que abandonarse y a cada instante la reinvención. Manantiales, estrellas blancas, cuántos portales nuestra agua alcanza, nuestra agua alcanza, nuestra agua alcanza, nuestra agua alcanza, nuestra agua abarca. Los movimientos del agua no pueden ni deben parar. Ay, 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 círculo de cada tierra un camino distinto me das. Misterioso es el designio que rige a mi voluntad. Los movimientos del agua no pueden ni deben parar. Círculo de cada tierra un camino distinto me das. Misterioso es el designio que rige a la voluntad. Manantiales, estrellas blancas, cuántos portales nuestra agua alcanza, nuestra agua alcanza. Vous êtes sur Globule Radio 90.5 et nous venons d'entendre El Agua Abarca de Lula Cruza. Bienvenue sur mon astéroïde 4810, direction les constellations de Cassiopée et Andromède. Comme je vous le disais il y a quelques instants, l'histoire de Persée va croiser celle d'Andromède et de Cassiopée aux abords de la côte africaine. Au pays d'Éthiopie vit en ce temps-là la reine Cassiopée, près de son époux Céphée. Cassiopée est d'une singulière beauté et tout son peuple l'admire. Un jour de fête en l'honneur de Poséidon, elle paraît particulièrement charmante. Ses cheveux noirs mêlés à sa robe de rubis soulignent l'ambre de son teint et l'éclat de ses yeux. Sa robe blanche, tissée d'or, laisse deviner le mouvement gracieux de ses pas. La foule se presse autour d'elle. « Tu es aussi belle que les divines filles du vieillard de la mer.
Nérée, en personne, cria quelqu'un. J'accepterai volontiers que tu me déclares plus belle encore. Répondit Cassiopée avec un si charmant sourire que tous se mirent à rire et à répéter. Plus belle. Oui, notre reine est plus belle que les Néréides, les filles de la mer. Personne, en ce jour fatal, ne prend garde au silence subi de la mer qui bat la falaise au pied du temple de Poséidon. L'eau se fige et retient un instant sa vague violette. Puis elle s'écroule, en grondant. Le lendemain, une tempête coule la plupart des bateaux de pêche et un vent violent amène du lointain désert des nuages de sable qui suffoquèrent les habitants. Au 7e jour, on voit arriver au palais le prêtre de Poséidon. Sa course éperdue, malgré le sable et le vent, fait sortir de leur maison une foule d'hommes et de femmes qui se précipitent à sa suite chez le roi. Le roi Céphée les accueille tous dans les grandes salles aux poutres de bois de cèdre où se tient le conseil. Les malheureux secouent leurs manteaux et boivent avidement dans les gobelets que le roi fait apporter. Le prêtre dit au roi ces paroles terribles. « Roi Céphée, notre pays est dévasté par la colère des dieux. Les bateaux brisés ne ramènent plus de poissons pour nourrir nos enfants et les fruits des arbres sont desséchés par le vent. Nous allons tous mourir si les dieux ne sont pas apaisés. Un des plus grands, notre dieu Poséidon, a déchaîné ses fléaux contre nous pour venger les Néréides, les filles de la mer, de l'affront que leur a infligé notre trop belle reine Cassiopée. Mais tu n'as pas entendu le plus pénible. Pour nous redonner la vie, Poséidon demande que lui soit livrée votre fille Andromède. » Les cris et les pleurs de la reine Cassiopée retentissent longtemps dans le palais du roi. Andromède est résignée. Elle se sent sublime, car elle va sauver tout un peuple. Elle se laisse attacher sur un rocher battu par les vagues, mais son exaltation a maintenant disparu. Sur le rivage éthiopien, le roi Céphée et sa femme Cassiopée assistent démunis à la mort imminente de leur fille Andromède, seule au milieu des flots, attachée sur un rocher. C'est alors qu'apparaît la baleine Cétus, envoyée par Poséidon pour la dévorer. Andromède regarde avec horreur la gueule bleuâtre du monstre marin. Cette mort est trop cruelle. Des larmes coulent sur ses joues lisses. Du rivage, le peuple réuni autour de son roi voit le monstre s'approcher du rocher. Son corps se devine à peine dans les bouillonnements d'eau, mais cette forme noire est celle d'une baleine de cauchemar. La gueule s'ouvre sur un trou noir écumant dans lequel Andromède va disparaître, engloutie. Soudain, sous les nuages sombres du ciel d'orage, apparaît un point lumineux qui grandit très vite. Le peuple étonné distingue bientôt un bouclier étincelant, puis un homme semblable au dieu qui traverse les airs et s'arrête près d'Andromède. Puis, il le voit reprendre son vol et se poser devant le roi Céphée. « Étranger, tu es plus qu'un simple mortel. Se déplacer dans les airs comme un oiseau n'est pas possible aux hommes, et c'est sûrement un dieu qui t'a donné ce pouvoir, à moins que tu n'en sois un toi-même. Demande-moi ce que tu veux, même la moitié de mon royaume d'Éthiopie, et sauve ma fille Andromède. » Roi d'Éthiopie, je ne veux pas de royaume. Je te demande ta fille Andromède pour l'emmener comme épouse dans ma ville d'Argos. Sa grâce et ses pleurs ont touché mon cœur. Garde ce bouclier, cette besace et ce casque. Je vaincrai le monstre avec ma seule épée. Le jeune homme s'élance dans les airs et plonge vers le monstre qui tourne vers lui sa fureur. Le héros s'abat alors sur le monstre et entaille sa peau rugueuse avec l'épée tranchante d'Hermès. Il s'élève de nouveau et revient frapper de plus en plus près de sa gueule ouverte. Enfin, la mâchoire ensanglantée se referme et s'enfonce dans les eaux écumantes. Mais le monstre vaincu n'est pas mort. Il attend dans les profondeurs les ordres vengeurs de Poséidon, le dieu de la mer. Le fils de Danaé a rejoint Andromède. Des hommes lancent une barque sur la mer apaisée et ramènent Andromède et son sauveur auprès de Céphée. Cassiopée est là aussi, cachée sous ses voiles de deuil. Mais la joie amène l'oubli, et de partout s'élèvent des cris de remerciement et des vœux de bonheur. Le roi Céphée s'adresse au fils de Danaé. « Enfant du pays d'Argos,
Toi qui n'as pas encore de nom, reçois d'un père reconnaissant ton nom d'homme, celui de Persée, le destructeur, car tu as su détruire les monstres qui sèment la terreur parmi les hommes. Persée, sois le fidèle époux de ma fille Andromède. Embarque sur le Nil avec les richesses de mon pays d'Éthiopie et navigue jusqu'à la mer pour accomplir ta destinée, au pays de ta mère et des dieux. Persée et Andromède arrivent à l'île de Sériphos. Dictys le pêcheur les accueille avec des larmes. Il n'a pu empêcher l'union détestable de Danaé avec le roi Polydectès. L'âme de Persée se remplit de haine à la pensée de la couche forcée de sa mère. Il attend son heure, l'heure où le roi se trouvera entouré des conseillers qui n'ont pas su l'écarter de son dessein criminel. Lors d'un banquet, il se présente devant le roi. Ce n'est plus un timide jeune homme qui se tient debout au milieu des tables bien servies. C'est un homme fort et haineux qui s'adresse au roi. Roi Polydectès, je t'apporte le présent que je t'ai promis devant tes conseillers et amis, la tête de Méduse. C'est aussi le prix de la violence que tes désirs ont fait subir de ma mère Danaé. Mon nom est maintenant Persée le Destructeur. Le héros ouvre sa besace et saisit par les cheveux grouillants de serpent la tête de Méduse qu'il lève à la face de Polydectès. Le roi ne bouge plus, il pâlit, son corps durcit et devient pierre. Il est mort comme vont mourir maintenant ses amis rassemblés, sur lesquels passe le regard étincelant de la tête de Méduse, brandie à bout de bras par le fils de Danaé. La nouvelle se répand et le peuple se rassemble au palais. On veut voir la salle silencieuse où les corps sont pétrifiés. L'île n'a plus de roi, et les acclamations désignent le jeune héros. Peuple de l'île de Sériphos, votre roi légitime est Dictys le pêcheur, frère du roi défunt. Moi, je vais partir à Argos, ville du père de ma mère, car je dois démontrer au roi Acrisios que son petit-fils n'a contre lui ni ressentiment et ni colère. Les échos des exploits de Persée arrivent jusqu'à la ville d'Argos. Le roi Acrisios se fait répéter le récit des voyages extraordinaires, des combats victorieux et des pouvoirs divins de cet enfant qu'il a jeté à la mer avec sa mère dans un fragile coffre de bois. Il revoit sa fille Danaé, lui disant que seul un dieu pouvait être entré dans sa prison avec les rayons du soleil, pareils à une pluie d'or. Un seul dieu a ce pouvoir, Zeus, le dieu de la lumière du jour, le plus grand des dieux. Mais rien n'empêchera l'oracle de s'accomplir. Il faut fuir et se cacher en espérant que la mort annoncée le rejoindra le plus tard possible. Quand Persée arrive à Argos, le palais est désert. Sa mère Danaé et son épouse Andromède le consolent et l'encouragent à retrouver le roi Acrisios. Persée devra le convaincre de revenir avec eux à Argos où il régnera sans crainte. Avant de partir à sa recherche, Persée monte jusqu'au temple d'Athéna. Il porte dans ses bras l'épée, le bouclier et les sandales ailées. À son dos est accrochée la besace renfermant la tête terrible. Il pénètre dans la chambre sacrée où seuls les prêtres et les rois peuvent entrer. Devant la statue d'Athéna, sur un trépied de bronze, il dépose ses armes. Elles l'ont aidé à affronter des forces obscures et monstrueuses et à accomplir sa terrible vengeance. Il n'en a plus besoin maintenant. Le roi Acrisios est parti en Thessalie, où il a trouvé refuge près du roi de Larissa, Teutamides. Des jeux funèbres en l'honneur du père de ce roi font appel à tous les athlètes du continent et des îles. Persée, sans révéler son nom ni son origine, veut se montrer au peuple et au roi Acrisios sous son meilleur jour. Il choisit le pentathlon, où la force et la prestance du jeune héros s'illustrent à la course et aux luttes. Persée soupèse avec soin le disque de la dernière épreuve. Il guette le regard d'Acrisios assis à la tribune auprès du roi Teutamides. Il veut lancer le disque le plus loin que tous les autres afin que le roi Acrisios soit fier de lui lorsqu'il saura son nom. Le disque lancé semble emporté par une force surhumaine. Il s'élève dans le soleil et retombe comme une pierre vers la tribune sur le pied d'Acrisios. Le sang jaillit et se répand, emportant la vie du roi. Persée se lamente et interpelle le dieu son père. Si tu es vraiment mon père, Zeus, à quel destin m'as-tu soumis ? Meurtrier patricide, je ne retournerai pas à Argos. Je fonderai une autre ville, là où mes pas me conduiront. Persée fondera un peu plus tard sa ville, Mycène,
Là où, sur un plateau aride, des champignons en nombre lui révèlent la présence de l'eau dispensatrice de vie. Les murailles sont épaisses et le palais imposant. Le soir, Andromède et Persée regardent les étoiles du ciel raconter leur histoire. Mais souvent, Andromède a des songes inquiétants. La ville se peuple de figures à venir. Un géant bienfaisant, au destin funeste, à un roi meurtrier, de sa propre fille entraînant dans la mort des milliers de vaillants guerriers. Elle n'en connaît pas les noms, mais pour nous, ils résonnent dans nos mémoires. Héraclès le Fort, Agamemnon et la guerre de Troie. Ce que les dieux peuvent faire de mieux pour nous, c'est de nous cacher les chemins de l'avenir et de nous laisser l'espérance. Restons quelques instants, les yeux tournés vers les étoiles, avec Andromède et Persée, bercés par l'espoir désespéré de Nîmes, Forlorn Hope. Nous venons d'entendre Nîmes avec le titre Forlorn Hope. Vous êtes sur Globule Radio et nous partons maintenant explorer les profondeurs des constellations d'Andromède et de Cassiopée.
Deux phénomènes historiques ont eu lieu dans la constellation de Cassiopée. Fin 1572, une naine blanche explose dans la direction de la constellation de Cassiopée, un peu au nord-ouest de l'étoile Kappa. Ce phénomène, connu sous le nom de supernova, laisse penser qu'une nouvelle étoile apparaît alors dans le ciel. Elle est d'une telle luminosité qu'on peut même l'observer en plein midi lorsque le ciel est sans nuages. La pèlerine, c'est ainsi qu'on la nomme, reste visible au même point du ciel pendant plus d'1 an. Puis, au début de l'année 1573, elle commence à perdre de son éclat et finalement disparaît à la fin du mois de mars 1574. Les 2 premiers mois, sa couleur est blanche, puis jaune, et dans les derniers temps, elle vire au rouge pour ensuite disparaître totalement. Les observateurs tournent tous leur regard vers elle et croient voir une comète. Mais Tycho Brahe, observateur danois, sera le seul à contredire cette hypothèse. Cette observation marque un tournant en astronomie puisque pour la première fois, on observe un objet situé au-delà de l'orbite de la Lune qui ne soit pas immuable. Cette immuabilité du monde au-delà de la Lune, et en particulier l'immuabilité des étoiles, est une théorie forte à l'époque, et c'est Tycho Brahe qui la remettra en cause, notamment à travers son ouvrage De Nova Stella Anni. Aujourd'hui, les restes du gaz dispersés par ce cataclysme se sont dilués et sont presque imperceptibles, même pour les grands télescopes. Beaucoup plus tard, en 1667, une supergéante rouge située à environ 10 000 années-lumière de nous explose, provoquant une autre supernova. Aucun astronome à l'époque ne semble avoir observé cette explosion, ce qui intrigue profondément les scientifiques étant donné l'émission de lumière visible que devrait provoquer ce type de phénomène. En 1947, Groth Reber, ingénieur américain et pionnier de la radioastronomie, découvre avec son antenne parabolique de 9,5 mètres une radiosource dans la constellation de Cassiopée qui n'est autre que celle du rémanent de cette supernova. Ce rémanent prend le nom de Cassiopée A. La radiosource est visible toute l'année dans l'hémisphère nord et est la plus intense après le Soleil. Les radioastronomes de la station de Nancy utilisent régulièrement Cassiopée A. Essentiellement comme étalon, cette source radio étant fixe et connue, on peut comparer ce qu'elle émet à ce que l'on observe dans d'autres directions du ciel. Elle permet notamment d'étudier la scintillation ionosphérique, c'est-à-dire la distorsion du signal induite par la traversée de l'ionosphère terrestre. Les scientifiques comparent ainsi l'image distordue par l'ionosphère à celle attendue. Ils en déduisent ainsi une correction qu'ils appliquent sur d'autres sources radio. Dans le domaine des longueurs d'onde décimétriques, Cassiopée A est utilisé par l'instrument LOFAR. Les scientifiques s'en servent alors pour sonder le milieu interstellaire à la recherche de carbone. Ces recherches permettent de localiser des nuages de matières interstellaires, d'évaluer leur densité ainsi que leur température. Depuis 1950, et grâce à son positionnement obtenu de manière précise grâce aux observations radio, l'émission dans le domaine de la lumière visible de ce rémanent de supernova est observée. Plus jeune résidu de supernova connu, la multitude d'éléments chimiques qui l'entourent pourrait permettre de mieux comprendre les mécanismes de création et de dispersion d'éléments chimiques lourds tels que retrouvés sur notre planète et à travers notre système solaire, comme le carbone, l'azote, l'oxygène, le fer, etc. Du fait de la localisation de Cassiopée dans la direction des bras spiraux de notre galaxie, rien de surprenant qu'autour d'elle, le ciel regorge d'amas ouverts. Ce sont des concentrations d'étoiles très jeunes, moins d'une centaine de millions d'années pour la plupart d'entre elles, dont le nuage de gaz qui leur a donné naissance peut rester perceptible à l'œil nu près des étoiles les plus brillantes. Par exemple, l'amas de la Chouette, NGC 457, aussi surnommé E.T., peut être facilement aperçu avec un petit télescope. Il fut découvert pour la première fois par William Herschel. Il contient 80 étoiles. Pour le pointer, reliez les étoiles de Seguin à Rookbak, puis prolongez en ajoutant la moitié de la distance qu'il y a entre ces deux étoiles. Et si vous souhaitez faire quelques vœux, entre le 8 et 13 novembre, tournez votre regard vers la constellation de Cassiopée. Vous pourrez peut-être apercevoir quelques étoiles filantes. Concernant Andromède, l'objet le plus fameux est M31, la galaxie spirale d'Andromède dont je vous parlais au début de cet épisode, l'un des plus lointains objets visibles à l'œil nu.
C'est notre plus proche voisine. Elle se situe à environ 2,5 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Attirées par la gravité, les deux galaxies se foncent dessus à une vitesse d'environ 400 000 km/h. Même à une telle vitesse, il faudra 4 milliards d'années pour qu'elles se rencontrent. Elles entreront en collision frontale avant de se traverser mutuellement en laissant derrière elles des traînées de gaz et d'étoiles. Elles vont continuer à se rapprocher, puis à s'éloigner à nouveau pendant des millions d'années, mélangeant les étoiles et redessinant les constellations au passage. Enfin, au bout d'environ 1 milliard d'années, les deux galaxies fusionneront. La galaxie d'Andromède forme un trio avec deux autres galaxies plus petites, M32 et M110. Enfin, la nébuleuse planétaire de la boule de neige bleue, NGC 7662, est l'un des objets les plus faciles à voir avec un télescope amateur et révèle un disque elliptique bleu-vert. Elle se situe au nord-ouest de l'étoile Alpheratz, reliant les constellations d'Andromède et de Pégase. L'étoile a éjecté une enveloppe de gaz bien arrondie et un anneau très lumineux est visible à l'intérieur de la nébuleuse. Ce sera tout pour les constellations de Cassiopée et d'Andromède. Je vous retrouve le mois prochain pour un voyage vers la constellation du Taureau. Ces chroniques sont inspirées du livre de Marie-Françoise Serre, Constellations et légendes grecques. Vous pouvez me retrouver en podcast sur globule.chamonix.radio et sur la page Facebook d'Astéroïde 4810. N'hésitez pas à laisser vos impressions, questions, suggestions et à me contacter si vous aussi vous avez la tête dans les étoiles et des envies de projets autour de l'astronomie.